Bonjour, chers professionnels de santé, et bienvenue encore sur cette page où nous évoquons les problèmes, nous évoquons les événements, les situations, les comportements, les actions qui, pratiquées au quotidien, impactent positivement ou négativement sur la qualité de prise en charge. Parce que nous sommes là pour espérer, nous sommes là pour prôner, nous sommes là pour encourager les habitudes afin que notre système de santé puisse produire des soins de qualité pour le bien-être des malades. Alors moi, c'est Michel Deguéché, je suis médecin de formation et passionné des questions de santé publique. Aujourd'hui, nous allons parler des 6 compétences nécessaires pour un professionnel de santé afin d'offrir les soins de qualité. En 2003, il y a une organisation à but non lucratif aux États-Unis qui a publié des données, qui a publié des informations où il révèle les compétences nécessaires pour un professionnel de santé. En plus de ses compétences de base, par exemple, s'il est médecin, s'il est aide-soignant, s'il est infirmier, il révèle quelles sont les autres compétences que nous devons avoir pour pouvoir apporter des soins de qualité aux patients. Et nous allons les voir aujourd'hui, nous allons les citer. La première compétence consiste à mettre le patient au centre de la prise en charge. C'est une compétence qui voudrait que l'on tienne compte du patient dans son ensemble, que l'on tienne compte de son histoire, que l'on tienne compte des réalités socioculturelles, que l'on tienne compte du contexte familial, du contexte économique dans lequel il évolue. C'est une compétence qui voudrait que le patient ne soit pas comme un spectateur face aux décisions qui sont prises pour sa santé, non, mais qui voudrait qu'il soit comme un acteur à part entière, qu'il soit participant, qu'il soit qu'il interagisse avec le soignant pour trouver des solutions par rapport à son problème de santé. Je me souviens très souvent quand je recevais les patients en consultation, il y avait certains patients qui venaient de loin. Le patient a traversé 40 kilomètres, souvent 50 kilomètres, voire plus, parce qu'il a un problème de santé qu'il traîne depuis des semaines, des mois, voire des années. Et donc, dès qu'il arrive dans le bureau, le problème est posé, le plan de prise en charge est donné, mais ce qui se passe, c'est que très souvent, je voulais calquer littéralement le protocole de prise en charge sans tenir compte de cet élément-là. Un patient, par exemple, qui a, je vais dire de manière ramassée comme ça, un diabète de type 2 décompensé, j'estime qu'il faut l'hospitaliser, mais je ne suis pas très regardante. Est-ce que le patient est à même d'être hospitalisé? Est-ce que quand il te dit je n'ai pas d'argent, est-ce qu'il invente? Est-ce que quand il te dit que c'est difficile pour moi, j'ai laissé mes enfants derrière, je ne me suis pas préparée, je n'ai même pas où dormir et tout, est-ce que tu ne devrais pas t'arrêter un moment, réfléchir et que vous voyez ensemble quelles sont les alternatives que vous pouvez prendre pour apporter une solution, pas pour calquer un protocole, mais pour apporter une solution au problème du malade. Parce que je crois que c'est ça qui, à la longue, distingue le clinicien. Le clinicien est là pour apporter des solutions, travaillant main dans la main avec le patient, faisant du patient un acteur principal dans sa prise en charge. C'est très important. La deuxième compétence que nous devons rechercher, c'est la compétence basée sur les données scientifiques. On parle de evidence-based. C'est une compétence qui voudrait que l'on ne tienne pas compte simplement de nos intuitions, de nos expériences. Parce que souvent, lorsque l'on a fait un certain temps sur le terrain, on pense que devant chaque situation, on peut répéter les actions, on peut répéter les attitudes, on peut calquer les plans de prise en charge, alors que la médecine évolue.
chaque jour. Les données évoluent. Il est donc question dans cette compétence de se dire quelles sont les données les plus récentes? Qu'est-ce que la littérature dit par rapport à la prise en charge du paludisme en 2026, par exemple? Qu'est-ce que la littérature dit par rapport à une co-infection VIH-Sida, hépatite virale B, par exemple? Est-ce que c'est la même chose il y a 5 ans? Est-ce que c'est la même chose il y a 10 ans? C'est une compétence qui nous rappelle que nous devons toujours veiller autant que possible à se demander quelles sont les dernières recommandations prévues scientifiquement par la littérature. Veillons à cela. La troisième compétence consiste à communiquer, consiste à la communication interdisciplinaire. Vous savez, un professionnel de santé, aussi excellent qu'il soit, aussi brillant qu'il soit, aussi intelligent qu'il soit, ne peut pas produire des soins de qualité s'il n'apprend pas à communiquer avec ses collègues, s'il n'apprend pas à communiquer avec les infirmiers, s'il n'apprend pas à communiquer avec les aides-soignants. Donc si nous voyons que cela nous manque de grâce, travaillons cela. C'est important. C'est important de maintenir un minimum de tissu communicationnel entre nous, déjà pour passer les informations, mais aussi pour s'entraider, ceci pour le bien-être du malade. L'autre compétence qu'il faudra rechercher, c'est l'amélioration continue de sa compétence. C'est l'apprentissage continu. Et ça commence par le fait de corriger d'abord ses erreurs. Il est important lorsque nous pratiquons la médecine, lorsque nous exerçons en tant qu'infirmier, en tant qu'aide-soignant, en tant que professionnel de santé, il est important d'apprendre de ses erreurs et de pouvoir les changer. Il est aussi important de pouvoir anticiper et de prendre des mesures pour prévenir cela. Ça aussi entre dans le cadre d'améliorer ses connaissances, d'améliorer ses compétences. Par exemple, je peux me rendre compte que dans mon service, les patients font fréquemment les infections post-opératoires. Je peux donc décider d'anticiper, me former sur comment prévenir les infections post-opératoires, sur comment gérer les patients après une opération afin qu'ils ne dénichent pas une infection intra-hospitalière. Ok? Est-ce que ce sont les pansements qui sont mal faits? On peut programmer la formation d'un infirmier de 2 ou de 3 sur comment effectuer les pansements. Tout n'est pas forcément acquis lorsque nous finissons notre formation en général, mais nous sommes appelés à rafraîchir nos connaissances par des petites formations, par des petits séminaires, par des petits colloques, des petits congrès. Je vais enlever le terme petit. Pourquoi? Parce que nous sortons souvent de là puissamment outillés. Nous sortons de là avec une mémoire assez rafraîchie qui va nous permettre de booster la prise en charge de nos malades. L'autre compétence, c'est la gestion de l'information. Vous savez, la gestion de l'information fait vraiment défaut dans nos structures hospitalières. Pourquoi? Parce que nous avons de la peine toujours à documenter l'information. Nous avons de la peine toujours à maintenir un système de documentation efficace qui va permettre à ce qu'il y ait des soins continus et fiables pour le malade. Nous devons apprendre donc à gérer les informations. Gérer l'information, c'est simplement bien transcrire dans le dossier ce que nous, en tant que professionnels, devons transcrire. Si je suis médecin, je finis mon observation médicale, je dois établir un plan de prise en charge lisible et clair afin que l'infirmier, lorsqu'il puisse prendre ce plan de prise en charge, qu'il puisse lire le plan de prise en charge, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, qu'il n'y ait pas d'incongruité. D'accord? Si nous avons une information qui puisse être utile à tous les intervenants dans la chaîne de prise en charge des patients,
Nous ne devons pas garder cela pour nous-mêmes, non. Nous devons veiller à transmettre cela. L'autre compétence consiste dans la sécurité du malade. La sécurité du malade, en fait, c'est un élément important. C'est une compétence qui consiste toujours à se demander, est-ce que l'action que je veux poser ne met pas en danger la vie du malade? Est-ce que la décision que je veux prendre, qui me semble évidente, qui me semble banale, qui me semble minime, est-ce que ça ne vient pas de manière, que dirais-je, oui, est-ce que ça ne peut pas exposer la vie du malade? Est-ce que ça ne peut pas attaquer l'intégrité physique, l'intégrité psychologique et mentale de ce patient que je suis en train de prendre en charge? C'est ça la sécurité du malade. Je vais prendre un exemple très simple. Un infirmier qui veut peut-être effectuer un soin, il doit toujours se rassurer, est-ce que c'est le bon malade? Donc, il doit regarder dans le registre. Parce que s'il vient donner un soin à quelqu'un à qui il ne devrait pas donner le soin, vous voyez comment ça peut compromettre la vie de quelqu'un. Est-ce que c'est le bon produit? Toujours vérifier. Est-ce que c'est la voie d'administration qu'il faut? Si par exemple, au lieu de donner une injection IM stricte, ça peut arriver pour certains produits, je viens donner en intraveineuse. Vous voyez comment ça peut attaquer directement, affecter directement la santé du malade et même exposer sa vie. Voilà pourquoi on parle de la sécurité du malade. Sécurisons nos patients. Si nous voyons qu'il y a quelque chose qui ne va pas, si nous voyons que la décision que nous sommes en train de prendre peut exposer le malade, même si nous avons 10 ans, 15 ans, 20 ans d'expérience, de grâce, arrêtons-nous. Cherchons l'avis d'un collègue. Cherchons l'avis d'un collègue. Demandons, informons-nous. Prenons une décision de manière collégiale. Qu'est-ce qu'on peut faire sur ce patient? Je voulais faire ceci, mais la littérature dit ceci. Voilà les antécédents, voilà le contexte. Est-ce que je ne devrais pas penser autrement? Ou alors, est-ce que vous pensez que sur ce cas, je peux me lancer? Donc, veillez toujours à sécuriser le malade. Je vais me répéter. Mettre au centre le patient. Toujours se baser sur la science. Deuxièmement. Troisièmement, développer une capacité de communication avec ses collègues. Quatrièmement, savoir transcrire les informations, savoir documenter les informations. Cinquièmement, pouvoir être capable de s'améliorer dans la recherche des compétences, dans la recherche des informations, dans la recherche des outils qui vont nous permettre de donner des soins de qualité aux patients. Et enfin, poser des actes, prendre des décisions qui visent toujours à sécuriser le malade. Si cette vidéo vous a plu, je vous prie de liker, de vous abonner et de partager. Et ne manquez pas de... ne manquez pas de nous dire ce que vous pensez en commentaire. Bien de choses à vous et beaucoup de courage aux soldats de la santé. À plus.